Bonjour à toutes et à tous. Enchanté, Adrien Gérard de la Fédération française du bâtiment et également pour le groupement des métiers du photovoltaïque. Je vais vous présenter aussi aujourd'hui ce domaine qu'est le photovoltaïque en essayant de vous donner les clés pour identifier un interlocuteur si vous souhaitez équiper votre bâtiment et également s'il y a des artisans, des chefs d'entreprise devant moi, que ça vous permettra d'avoir quelques éléments sur les démarches administratives, formation, qualification pour se lancer et créer son activité. Avant tout, je vais revenir sur c'est quoi le photovoltaïque, histoire de vous donner les clés et en même temps, si vous voulez élargir les possibilités et ne pas oublier c'est quoi l'énergie solaire, aussi bien photovoltaïque que thermique. Pourquoi je vous dis ça? Je commence toujours ces interventions de cette façon. On a l'habitude de voir en toiture, sur les parkings, sur les bâtiments, du solaire photovoltaïque. Pour produire l'électricité, c'est génial, c'est super vertueux, ça a plein de qualités, je vous en parlerai longtemps après, mais j'aime bien quand même rappeler, pour produire de l'eau chaude, n'oubliez pas que le soleil, c'est génial aussi pour ça. C'est un petit peu bête de passer par des transformations avec des pertes de rendement si on veut juste chauffer de l'eau. Autant la faire passer dans le toit, le soleil fait sa vie, ça a un rendement excellent, voilà, c'est un petit peu bête d'alimenter un ballon d'eau chaude avec du photovoltaïque, on rajoute des étapes. N'oubliez pas le solaire thermique. Pour vous présenter ces deux sujets, donc là on voit des schémas tout simplement pour récapituler. Comme je vous ai dit, le panneau photovoltaïque, lui, il transforme les rayons du soleil en électricité. Le solaire thermique, tout simplement, capte la chaleur du rayonnement solaire. Et là vous avez schématisé le stockage, donc un ballon tampon. Si certains d'entre vous aiment jouer au Trivial Poursuite, je vous mets la petite question culture générale. Le phénomène photovoltaïque, ça a été découvert par le français Edmond Becquerel. Vous connaissez peut-être ce nom de famille. C'est le père de celui qui a découvert tout ce qui est radioactivité, l'unité, le becquerel. Quand on se fait irradier en faisant une radio, par exemple, on prend des becquerels. Donc c'est son père qui a découvert le photovoltaïque. Tant que je suis à balayer les idées reçues, faire les généralités, je vais vous présenter c'est quoi un panneau solaire d'un point de vue matériaux. Donc là, vous avez une vue en coupe pour présenter les différents composants. Donc le châssis en aluminium, le verre, c'est du verre. Ensuite, vous avez un encapsulant qui va être une matrice en plastique, les cellules, et ensuite, pareil, une membrane avec une boîte de jonction. Donc c'est une boîte de dérivation comme on a l'habitude de voir. Pourquoi je vous présente ça ? Parce qu'on a l'habitude d'entendre parler des métaux rares, des terres rares, comme quoi un panneau solaire c'est rempli de matériaux qui sont assez rares sur la surface de la Terre. Et ça, dans la majorité des cas, c'est n'importe quoi. C'est à 95% recyclable. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est autant qu'une voiture, c'est un petit peu plus qu'un smartphone. Un smartphone, de mémoire, c'est 92%. Donc l'idée, c'est de vous présenter, c'est vertueux. L'autre chiffre que vous avez déjà dû lire, c'est que durant sa durée de vie, 30 ans et plus, les panneaux solaires les plus vieux en France, ils ont mon âge. Je vous laisse deviner quel âge j'ai. Du coup, ils ont largement remboursé leur impact carbone en production d'énergie bas carbone. J'aime pas trop décarboner parce qu'il y a toujours les différents matériaux, le réseau. On n'est jamais à zéro en carbone, donc plutôt bas carbone. Je vous ai mis, du coup, si vous êtes curieux, ce n'est pas des notions que je sors de mon chapeau. À chaque fois, vous avez du coup les liens. Donc, Engie et le ministère de l'écologie, normalement, c'est des sources plutôt fiables. Ensuite, dans les grandes lignes, comment ça fonctionne sur votre bâtiment, votre ombrière, votre installation. Donc, vous l'avez compris, vous avez un panneau. On vient de détailler de quoi il est constitué. Vous avez ensuite l'onduleur qui s'occupe de transformer le courant continu en alternatif. Ça rappelle des bases d'électricité plus ou moins fraîches pour mon public. Et ensuite, le comptage réseau, vous reconnaissez le compteur Linky qui permet tout simplement à Engie de savoir qu'est-ce que vous avez produit, qu'est-ce que vous avez consommé. Comme vous verrez, il y a différentes subtilités, je vais les détailler après. Dans les grandes lignes aussi, le photovoltaïque, c'est des unités, on n'a pas forcément l'habitude de les voir. C'est le watt-crête. Donc c'est la puissance nominale d'un panneau, c'est sa puissance théorique dans conditions de laboratoire. Vous n'aurez jamais la pleine puissance d'un panneau parce que du coup, vous n'êtes pas dans des conditions de laboratoire. Ensuite, ça tombe bien, on est face à une unité métrique, donc tout simplement kilowatt-crête, 1000 watts-crête. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est un watt-crête vis-à-vis d'un kilowattheure? Le kilowattheure, je ne présente pas, on a l'habitude pour la consommation du domicile.
Globalement, 1 kW crête, ça veut dire que votre panneau va produire 1200 kWh sur l'année. Alors forcément, si vous êtes plus vers Marseille ou à Lille, ça fluctue. Moi, je viens de l'Est de la France, c'est 1100. Donc ça vous donne un ordre d'idée et ça permet à futur installateur ou à vous, si vous voulez vous lancer, de faire l'estimatif pour vos clients. Ensuite, la puissance de l'onduleur, ça c'est une unité qui est courante pour les électriciens, c'est le kilovolt-ampère. Comme vous allez voir, les interlocuteurs restent très connus du monde de l'électricité. Donc on a Enedis, le gestionnaire de réseau. Dans une moindre échelle, vous avez forcément RTE, mais là c'est pour les plus grosses installations. Et vous avez EDF obligation EDF obligation d'achat solaire qui va être là pour tout simplement l'aspect contractuel. C'est avec eux que vous signez ou un de leurs concurrents pour 20 ans. EDF obligation d'achat, c'est ceux qui sont encadrés réglementairement parlant. Vis-à-vis justement de cette réglementation et de l'aspect financier, je vais déjà balayer directement les préjugés. Il n'y a pas de subvention. On ne parle pas de subvention pour le photovoltaïque. Le contrat d'achat, c'est un lien contractuel. C'est-à-dire que, ok, le photovoltaïque, c'est rentable, c'est intéressant financièrement, mais ce n'est pas comme quand vous rénovez votre domicile où vous avez des aides de l'État. Là, c'est vraiment une incitation, un mécanisme financier qui permet, comme un placement, de calculer la durée de retour sur investissement. À ne pas confondre, vu que malheureusement, on a beaucoup d'arnaques à la rénovation, d'arnaques sur la production d'énergie photovoltaïque. Donc quand on vous parle de subventions, à part des aides locales qui existent, mais je vais vous mettre un lien juste après pour aller les chercher, ça n'existe pas. C'est une incitation financière. Bien sûr, le montant va dépendre de la puissance, de la date de raccordement, de différents paramètres. Il n'y a aucune incidence si vous êtes particulier producteur, ça on s'en fiche. Ce qui est important, c'est la taille de l'installation et la date à laquelle elle est raccordée. Cette fameuse aide, donc là je vous ai mis, elle est valable de 0 à 500 kW crête. Au-dessus, c'est un appel d'offres. Pour vous donner un ordre d'idée, vu que forcément les kilowatts crête, vous n'êtes pas familier de cette unité, c'est environ 2500 m² de panneaux. Pour faire une analogie, c'est un parking de 140 places. Si vous voulez vous représenter 2500 m², ce que ça fait. On a deux mécanismes, la vente totale et l'autoconsommation. L'autoconsommation, vous verrez, ça peut s'articuler un petit peu différemment. Et tout ça, comme je vous ai dit, c'est encadré réglementairement. Si vous voulez vérifier que je ne dis pas n'importe quoi, vous pouvez aller voir. C'est l'arrêté tarifaire du 6 octobre 2021. Si vous faites appel à une entreprise, elle vous parlera du tarif S21. Tout simplement pour 2021. Vis-à-vis de ces deux types de contrats, donc la vente totale ou de l'autoconsommation, pour vous les schématiser, ça dépend tout simplement du branchement. L'autoconsommation, vous avez cette logique où votre installation produit, ça passe par votre bâtiment. Là, dans un souci de simplicité, on a représenté une maison, mais ça peut très bien être un hangar agricole, un petit tertiaire, un établissement public. Tant que votre bâtiment peut supporter les panneaux solaires, voilà, vous pouvez être concerné. Donc l'idée, c'est que l'électricité est produite en toiture, ou sur le parking, ou en façade. Vous en consommez tout ou partie. Le surplus est injecté sur le réseau, d'où la vente du surplus dans le cadre de l'autoconsommation. La vente totale, c'est relativement simple à comprendre et c'est le contrat historique en France. Donc votre installation produit, vous vendez directement au réseau. La limite de la vente totale, c'est que l'électricité est très feignante. Donc si vous produisez et si vous consommez en même temps, vous allez vendre à un certain montant et vous allez racheter quasiment le double l'électricité que vous venez de produire à l'instant. C'est un petit peu dommage. C'est pour ça que depuis quelques années, 5 ou 6 globalement, on met beaucoup plus en avant l'autoconsommation. Donc là, vous avez le schéma qui permet dans les grandes lignes de voir que l'idée, c'est que là, le compteur, il est positionné après. Vous en avez un seul. Donc vous avez vraiment ce qui est consommé sur place, et il y a uniquement ce qui n'est pas consommé par votre bâtiment, ou même par les abords de celui-ci, qui est injecté sur le réseau. Maintenant que je vous ai présenté ces deux types de contrats, je vais balayer un petit peu plus dans le détail le fameux tarif d'achat, en vous donnant les éléments pour comment en bénéficier. C'est quand même le but de l'intervention et surtout d'avoir une installation photovoltaïque. Quelles sont les étapes pour en bénéficier? Et le plus intéressant, vu que je vous ai dit que c'est un contrat avec une durée de retour sur investissement, les montants au kilowattheure. Donc, chaque trimestre, le tarif il est actualisé. Alors c'est un petit peu chiant parce que je ne vais pas mâcher mes mots parce que du coup, c'est actualisé des fois après la date.
C'est-à-dire que là, par exemple, je peux vous donner le tarif pour le 31 octobre. Vous vous doutez que si vous faites appel à une entreprise qui vous fait un devis actuellement, elle peut se baser sur ces tarifs-là. Mais au moment où vous allez remplir le contrat et où il sera effectif, ce sera des tarifs qui ne sont pas encore connus. Donc n'en voulez pas à l'entreprise ou même si vous voulez vous lancer. Vous êtes obligé de faire une estimation de la rentabilité des tarifs. Vous n'aurez pas le tarif avant la demande de raccordement effective. Donc ça demande un petit peu de souplesse, aussi bien d'esprit qu'administrative. Donc c'est vraiment une estimation, ça ne va pas varier de beaucoup, mais vous allez avoir 20 centimes d'écart entre le tarif qui va être mentionné et celui que vous pourrez éventuellement avoir. Donc ça, c'est à avoir en tête. Vous avez aussi un effet d'échelle, c'est-à-dire qu'on part du principe que plus l'installation est grande, plus il va y avoir des économies, que ce soit sur l'aspect études, protection collective, tout simplement aussi le fait que voilà, vous allez avoir plus de matériel, voilà, de l'économie d'échelle. Donc le tarif est dégressif. On aide un petit peu plus les plus petites installations vu qu'il y a plus de coûts rapportés à la surface de panneau. Il y a aussi la prise en compte des coûts de production, de matières premières, voilà, les indices INSEE que vous pouvez retrouver pour toutes les filières, toutes les branches. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes curieux. Et comme je vous ai dit, c'est chaque trimestre, donc le calcul est effectué tous les 3 mois. Vis-à-vis des aides, il y a, du coup, vu qu'il y a une prise en compte pour ne pas surcharger le réseau, on va regarder qu'est-ce qui a été fait. Donc le montant de l'aide des 3 mois précédents, on y applique un coefficient de dégressivité. Alors dans de rares cas, il peut être pas dégressif, ça peut être dans l'autre sens. Là, le photovoltaïque se porte bien, il y a beaucoup de demandes de raccordement. On a globalement une filière qui est en pleine croissance. Donc, pour essayer de ralentir et surtout de lisser dans le temps, on a ce fameux coefficient. Et là, ça vous donne du coup le coef à appliquer au prix pour avoir le montant. Je vous rassure, ce n'est pas forcément le cas pour les petites puissances. Un particulier qui veut solariser son toit, il n'a pas à faire ce calcul. Il aura un montant en centimes d'euros. Là, c'est plutôt quand on est sur au-delà de 100 kW crête. Donc là, on commence à être sur une installation moyenne, un bâtiment tertiaire, des bureaux, un supermarché. Ce n'est pas l'installation qu'on proposera à un particulier. Comme vous l'avez compris, c'est vraiment la date qui fixe ce montant. Mais quelle date ? C'est la date complète de la demande de raccordement. Donc là, c'est au gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau que vous connaissez certainement de tête, comme je vous ai dit, c'est Enedis. On a en France de nombreuses régies locales. C'est le même principe. Donc si vous avez... je vais prendre ce vers chez moi, Électricité de Strasbourg. C'est eux qui vous feront le contrat, mais ça ne changera pas grand-chose. Ils sont soumis aux mêmes lois. Ensuite, quelle est l'installation aidée ? Donc, est-ce que c'est des bâtiments qui appartiennent à une seule et même personne ? Est-ce que c'est une seule installation ? Est-ce qu'elle est espacée ou pas ? Est-ce que vous avez des demandes de raccordement espacées de moins de 18 mois ? Pourquoi on vous demande tout ça ? Parce que pour éviter les abus et le fait que des opportunistes jouent avec les leviers financiers, on a tout simplement la loi qui nous dit que si c'est un seul et même propriétaire sur la même parcelle cadastrale ou en tout cas très rapprochée avec des demandes de raccordement qui sont rapprochées, c'est la même installation. Si vous avez déjà une installation mais 19 mois après vous voulez la compléter, là c'est une nouvelle installation, vous aurez 2 contrats différents. Les conditions de mise en œuvre, et c'est là vraiment le plus important, vu que malheureusement, je vous ai dit, il y a un effet d'opportunisme. Vous voulez faire appel à une entreprise RGE. Attention, ça a beau être le même acronyme, ce n'est pas les mêmes enjeux que pour la rénovation énergétique. La rénovation énergétique, on entend qu'il faut faire appel à une entreprise RGE. Là, ce n'est pas parce que du coup, on veut une entreprise qui sait calculer la résistance thermique de votre toit. Ça n'aurait aucun sens. C'est la loi, tout simplement, que je vous ai mentionné plus tôt, qui dit que pour faire la demande de raccordement et avoir le fameux contrat avec EDF, donc l'incitation financière, vous devez faire appel à une entreprise RGE. Une entreprise RGE, c'est un gage de qualité que je vous détaillerai après. Ensuite, comme je vous l'ai dit, le type d'installation, c'est-à-dire que sur bâtiment, sur hangar, c'est des conditions tarifaires définies par un texte, par une réglementation. Sur ombrière de parking, pergola ou autre, ce n'est pas forcément la même chose. Si vous avez un très grand jardin, je sais que là on est dans Paris même, en Ile-de-France, je ne pense pas que ce soit le cas, mais admettons vous habitez au milieu de nulle part et vous avez des aires de terrain à valoriser. Là, par contre, c'est hors réglementation. Les petits parcs au sol, pour l'instant, c'est un vide juridique. J'anticipe si vous posiez la question.
Si par contre vous êtes propriétaire terrien et si vous avez des hectares et des hectares, comme je vous ai dit, au-delà de 500 kW crête, il n'y a pas de souci, mais c'est un appel d'offres, c'est un petit peu plus compliqué administrativement parlant. Les fameux tarifs. Donc là, je vous les ai décomposés avec les types. Donc là, on a la vente de la totalité, avec les tarifs en centimes d'euros par kilowattheure. Là, vous avez la prime à l'investissement, et là, vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Comme je vous ai dit, l'idée, c'est de promouvoir l'autoconsommation, pour des raisons multiples, à commencer par la surcharge du réseau. Les transformateurs, ça pousse pas par magie. Les câbles haute tension, c'est du boulot, c'est des délais, c'est des démarches administratives. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas injecter sur le réseau, de vraiment autoconsommer le plus possible. Et pour ça, quoi de mieux qu'une incitation financière? C'est une prime, c'est bien, j'insiste toujours, ce n'est pas une subvention, c'est pareil, c'est versé par EDF, obligation d'achat. Et l'idée, c'est de promouvoir l'autoconsommation jusqu'à 100 kW crête. Vous voyez, les montants s'arrêtent à ce moment-là. Tout simplement pour mettre en avant ce mode d'installation. Et ensuite, vous avez le tarif d'achat du surplus. C'est-à-dire que là, vous faites affaire avec un photovoltaïcien. Vous savez que votre installation, elle va être opérationnelle à tant de temps. La première année, vous allez en 2 fois toucher une prime avec les montants indiqués. 80% en une fois, 20% la fois d'après. Et ensuite, annuellement ou chaque trimestre, selon la puissance de l'installation, vous allez devoir échanger avec EDF obligation d'achat pour facturer. Alors, je me doute que vous n'êtes pas familier d'éditer une facture. Ne vous inquiétez pas, il vous accompagne. Mais c'est quand même à vous de faire la démarche d'aller sur l'interface d'EDF obligation d'achat pour valider cette dite facture qui est pré-remplie. On n'attend pas d'un particulier qui crée son ciré, qui fasse une facture. Enfin, c'est pas son métier, c'est pas le but. Mais il y a quand même une vérification à faire de votre part. C'est pas automatique. Il y a des garde-fous sur ça aussi. Et là, enfin, vous avez du coup, au-delà de 100 kW crête, ce qui est assez intéressant si vous avez beaucoup de toiture, c'est que c'est le même tarif. Donc là, on ne se pose pas la question de vente de la totalité ou autoconsommation. Je vous laisse tirer les conclusions. Vu que c'est le même tarif, autant partir sur l'autoconsommation, parce que c'est quand même intéressant d'éviter de soutirer sur le réseau à 23 centimes du kilowattheure. Là, ok, vous allez revendre qu'à 10,88, mais il faut raisonner. Il y a ce que vous revendez, il y a surtout ce que vous n'achetez pas. Ensuite, il y a un plafond d'injection. Donc là, c'est vraiment si vous avez une grande installation. Comme vous pouvez le voir, c'est réservé pour les toitures de plus de 100 kW crête. Donc un panneau, pour le rappel, je vous invite à aller tout au bout vers les allées V, là où vous avez les fournisseurs de panneaux et le stand du groupement des métiers du photovoltaïque. Vous verrez, un panneau, c'est entre 400 et 500 watts crête. Donc là, quand même, ça veut dire que vous avez 200, 220 panneaux en toiture. Et plus, du coup. Donc à partir de ce seuil-là, vous avez un plafond. Au-delà des 1100 premiers kilowattheures injectés sur le réseau en autoconsommation, vous serez rémunéré à 4 centimes. Alors c'est un plafond qui intervient assez rarement parce que du coup il faut quand même il faut y aller. Puis comme je vous ai dit, ça dépend où vous êtes en France. Dans le nord, c'est plus dur d'atteindre ce plafond que dans le sud. Ensuite, les aides locales. Là, on parle d'aide, c'est des incitations. Mais attention, si vous faites une demande d'aide locale, vous n'avez pas le droit de bénéficier de l'aspect contrat d'achat. Dans la région Grand Est, par exemple, on a une aide locale que vous pourrez retrouver sur le site de l'ANIL. Il propose un moteur de recherche qui n'est pas dédié qu'au photovoltaïque. Vous y trouverez aussi toutes les aides locales pour la rénovation énergétique. Donc n'hésitez pas à regarder. Si ça se trouve, vous n'en avez pas la moindre idée, mais votre communauté de communes, elle vous propose, je vais dire ça au hasard, 500 € pour changer votre cheminée à foyer ouvert en poêle à insert. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'ANIL pour regarder tout ça. Et là, du coup, ces aides locales vont avoir un cahier des charges. Je vais prendre celle qu'il y a dans ma région. Elle demande 70% d'autoconsommation. Croyez-moi, c'est très dur d'atteindre 70% d'autoconsommation parce qu'en fait, votre installation, c'est évident, elle produit quand il y a du soleil. Le soleil, il est au zénith le temps de midi. Et le temps de midi, c'est là où on consomme globalement pas. Parce que je crois que vous êtes comme moi, vous devez être au travail, en train de faire quelque chose. Et globalement, vous consommez chez vous le matin et le soir. Et dans le cadre d'une activité professionnelle, le temps de midi, globalement, vous avez une petite baisse de régime parce que vos salariés ont bien le droit de manger. Et du coup, les consommations ne sont pas forcément en adéquation avec la production solaire. Donc le 100% d'autoconsommation, je préfère balayer cet a priori. Il est très dur à atteindre.
Mais encore une fois, il ne faut pas perdre de vue qu'avec 40% d'autoconsommation, c'est déjà 40% qu'on n'achète pas 23 centimes du kilowattheure sur le réseau. Maintenant que je vous ai parlé de tout ça, les différentes étapes pour justement passer de la demande de raccordement à la signature du contrat. Comment ça se passe? Donc là, vous allez, la première étape, tout simplement, vous envoyer. Alors la plupart du temps, c'est l'entreprise qui le fait, mais vous pouvez le faire si vous voulez économiser quelques centaines d'euros, vu que forcément, si l'entreprise le fait pour vous, c'est une prestation payante. Vous faites la demande complète de raccordement sur le site Enedis. L'interface est plutôt simple d'accès, ça vous pose quelques questions. La plus logique, ça je pense que ça va surprendre personne, où se situe l'installation. Donc vous mettez les coordonnées GPS de votre domicile, de votre bâtiment, et ensuite ça va vous demander tout simplement de faire un rectangle à l'endroit sur une vue satellite où ça se passe. Donc si vous savez utiliser un ordinateur, il n'y a pas de souci. Et sinon, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien demander à quelqu'un de le faire. Globalement, l'accompagnement administratif, c'est 150-200 euros si vous posez la question. Les différentes étapes et les pièces à fournir pour Enedis. Donc le nom, l'adresse, le type, est-ce que c'est de l'intégration ou de la surimposition? Je vous mettrai une illustration après pour ceux qui ne seraient pas familiers. L'idée, c'est qu'en France, on aime bien notre patrimoine bâti. Je pense que vous connaissez les architectes et bâtiments de France. Et ils ont tendance à mettre en avant l'intégration pour que le panneau solaire soit plus esthétiquement, soit dans la continuité du bâtiment d'un point de vue esthétique. Ensuite, le type d'injection, comme je vous l'ai dit, ça va avoir une incidence sur le tarif. Enedis envoie la plupart des informations automatiquement à EDF, obligation d'achat. Donc déjà, ça aussi, ça vous simplifie la tâche. Est-ce que vous avez des batteries? Parce que pareil, ça va jouer sur le type de raccordement, également les démarches auprès du consuel. Parce qu'une batterie, malheureusement, c'est des risques supplémentaires. N'oubliez pas d'ailleurs, si vous équipez votre bâtiment de panneaux solaires, à le déclarer à votre contrat d'assurance. Parce que du coup, c'est des précautions à prendre en plus, et c'est aussi de l'affichage au niveau du tableau électrique pour les pompiers. Parce que du coup, il ne faudrait pas que, je ne vous le souhaite pas, vous doutez, mais je ne vous souhaite pas qu'il y ait un incendie chez vous. Et si malheureusement l'installation est toujours raccordée, le pompier n'est pas au courant, il risque l'électrocution ou l'électrification. Donc on va quand même éviter ça. Si malheureusement vous avez un incendie ou un sinistre, il ne faut pas arroser comme ça une installation photovoltaïque. Donc il faut la signaler. Et idem, si vous avez des batteries, ça augmente un petit peu le risque en cas d'incendie, vu que les composés dans la batterie sont hautement inflammables. Donc on anticipe et on alerte. Et du coup, les coordonnées géodésiques, donc c'est les fameuses coordonnées GPS de l'installation à signaler. Ils vont également vous demander la qualité du producteur. Le producteur, c'est soit votre client, soit vous. Ça dépend si vous êtes intéressé pour vous équiper ou pour en poser. Est-ce qu'il y aura du coup, est-ce que c'est un particulier ou vous vous doutez si c'est une association, une entreprise, il y a un sirène? Est-ce que c'est une personne morale? Une personne morale, ça peut être intéressant pour un aspect contractuel si vous voulez faire de l'autoconsommation avec vos voisins. Mais là, du coup, j'aurai pas le temps de détailler. Et surtout, c'est super particulier. Donc, je vous invite soit à revenir me voir à la fin si vous avez des questions. D'ailleurs, je resterai un petit peu pour vous répondre. Et si vous voulez faire de l'autoconsommation collective, renseignez-vous d'abord sur le très bon site Photovoltaïque Info. Et ensuite, demandez l'assistance d'un professionnel. Là, pour vous donner un ordre d'idée, c'est beaucoup les communautés de communes, les mairies, les villes qui s'intéressent à ce sujet. Parce que une école, c'est une très bonne opportunité pour produire, mais l'été, ça ne consomme rien. Donc, tant qu'à faire, on produit avec la toiture de l'école et on alimente les locaux de la mairie avec. Voilà pour la parenthèse. Le nom de propriétaire du bâtiment. Si c'est une entreprise, son type. La puissance Q. Donc là, vous l'avez compris, c'est si jamais dans moins de 18 mois, vous voulez rajouter une autre installation, on prendra cette puissance et l'autre pour déterminer la puissance totale. Est-ce qu'il y a un mandat de la part de l'installateur? Donc, vous lui donnez le mandat de faire l'accompagnement administratif. Si c'est une personne morale, il faut une attestation de santé financière. Le certificat de qualification, ça, c'est vraiment le plus important parce que du coup, ça va déterminer ce que peut faire l'entreprise. Vous verrez après, j'ai mis un petit tableau pour résumer. Et est-ce que vous participez ou non à l'autoconsommation collective, comme je viens de l'évoquer? Une fois que tout ça c'est fait, on va passer à l'accusé de réception de la demande de contrat d'achat. Je pense que tout le monde ici sait c'est quoi un accusé de réception. Ensuite,
Enedis vous envoie l'offre de raccordement, c'est tout simplement l'aspect contractuel à valider pour faire le raccordement. C'est plus ou moins long, ça va dépendre, est-ce qu'il y a des travaux d'adaptation à faire. Si vous êtes dans la dernière rue d'un village avec un transformateur qui est déjà au maximum, forcément ça va être un petit peu plus long parce qu'il y a des modifications à prévoir sur le réseau. Vous recevez l'accusé d'offre de raccordement. Ensuite, très important, la conformité de l'installation électrique. Le consuel, normalement, je ne les présente pas. Ils sont plutôt connus sur leurs différentes missions. Et là, c'est aussi eux qui vont vérifier, avec d'autres bureaux de contrôle partenaires, est-ce que votre installation est conforme à la réglementation. Alors attention, c'est très très large, parce que par exemple, la personne du consuel va venir et elle va vérifier, est-ce que l'installateur a vérifié sur votre installation s'il y a des obstacles. Parce que par exemple, si vous avez un arbre face à votre toiture, c'est ridicule de mettre du photovoltaïque dessus. Vos panneaux ils seront à l'ombre. Et le consuel va vérifier notamment ça, en plus de l'aspect électrique. Donc vous avez une grille de contrôle que vous pouvez retrouver sur Internet qui permet de balayer les différents points. Si vous voulez créer votre activité, ça vous permet tout simplement en fait, de l'avoir sur vous et de vérifier que vous-même, vous n'avez pas oublié ces fameux contrôles. Ce serait un petit peu bête de se prendre du délai avec du coup un écart majeur, tout simplement parce que vous n'avez pas relevé l'ombre du sapin du voisin. Et vous avez le détail, donc ensuite les différents formulaires à choisir pour le consuel. Si vous avez autoconsommation, vente totale, c'est pas le même. Avec ou sans batterie, c'est pas le même. La conformité réglementaire du projet, donc ça va être une attestation sur l'honneur du producteur jusqu'à 100 kW crête. Au-delà, c'est un petit peu plus compliqué. Et ensuite, il faut justement, c'est cette fameuse attestation S21. Donc là, attention. Je pense que certains d'entre vous sont familiers avec la notion de contrôleur technique. Je pense qu'il y en a qui sont basés ici. J'ai vu quelques noms traîner de gros bureaux de contrôle nationaux. Ça doit être un contrôleur agréé, c'est-à-dire que ça ne peut pas être n'importe quel contrôleur du bureau. Il faut qu'il ait une formation, une habilitation spéciale pour vous délivrer cette attestation. Si vous ne le faites pas, pareil, écart majeur. EDF obligation d'achat va considérer que du coup la date de raccordement n'est pas la bonne. Et j'ai eu le cas sur une entreprise, c'est quelques centimes, c'est moins de 2 centimes par kilowattheure injecté. Donc presque rien, tant que vous ne vous mettez pas en conformité. Donc pensez bien, si vous voulez équiper une grosse installation, vous devez faire appel à un bureau de contrôle qui est qualifié pour vous remettre cette attestation. Ce serait un petit peu bête de se prendre 6 mois de délai à 2 centimes au lieu de 10 ou 12. Vous imaginez bien le manque à gagner. Et en plus, d'un point de vue professionnalisme, si c'est pour vous lancer vis-à-vis de votre client, nous, comme on dit, un client satisfait, ça va potentiellement être 10 prospects en bouche à bouche. Un client déçu, c'est 100 clients perdus. Donc, pensez bien à ce détail-là, ce serait un petit peu bête de se faire avoir pour une attestation. Ensuite, la mise en service, voilà, je vais pas vous faire un dessin, c'est plutôt simple à imaginer. C'est activer au niveau du tableau électrique de votre installation, la raccorder le fait qu'elle soit pleinement opérationnelle. Maintenant que tout ça c'est fait, vous pouvez envoyer les différents éléments, vérifier ce qui a été pré-rempli au niveau d'EDF obligation d'achat et contractualiser avec eux. Si vous voulez passer par un autre acteur qui rachètera votre production, c'est tout à fait possible. Il y en a qui se baladent dans le salon, vous les croiserez certainement. Mais d'un point de vue réglementaire, c'est EDF obligation d'achat. Donc je vais parler que de ça. Maintenant, comment trouver l'installateur ou comment soi-même le devenir? Donc comme je vous ai dit, il faut être RGE pour la demande de raccordement et le contrat d'obligation d'achat. Pourquoi est-ce qu'il faut être RGE? Parce qu'en dehors de ces deux cadres d'obligation, les équipes qui vont vérifier les qualifications et donner la qualification, elles vont vérifier que l'entreprise elle est formée, qualifiée, et du coup lui remettre une qualification. Et cette qualification veut dire qu'elle est assurée. On entend souvent dire que les qualifications, c'est des gens dans des bureaux qui les remettent à des personnes qui ne connaissent pas leur métier. C'est complètement faux. Dans les commissions, c'est des chefs d'entreprise qui balayent les dossiers d'autres chefs d'entreprise. Donc en fait, vous êtes jugé par vos pairs. Vous avez 3 organismes de qualification. Leurs noms se ressemblent, c'est pas de bol. Vous avez Qualibat, Qualifelec et Quali-ENR. Le type de fonctionnement est assez similaire, avec pour certains des interlocuteurs locaux. Les autres, c'est un interlocuteur téléphonique ou par mail, avec du coup une agence parisienne uniquement.
Le principe est toujours le même. On demande des preuves à l'entreprise de son sérieux. Alors là, vous dites oui, mais il nous a parlé d'éco-délinquants. Alors malheureusement, vous pouvez toujours racheter une entreprise qui a les qualifications qui vous intéressent et profiter en attendant d'un renouvellement de ces qualifications. Chaque mécanisme a malheureusement des gens qui sont assez intelligents pour essayer de les contourner. Donc on n'arrête pas de faire la chasse, de modifier les choses. Mais voilà, pour anticiper, si vous voulez éviter et limiter le risque d'éco-délinquant, pensez aussi à faire appel tout simplement à une entreprise locale qui est installée depuis longtemps. Vu que je vous parle de ces 3 organismes de qualification, attention, comme je vous ai dit, il faut vérifier parce que ça ne permet pas la même chose. Et là, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc, comme vous pouvez le voir, si vous faites appel à une entreprise Qualibat, elle peut tout faire. Le raccordement électrique, la pose en intégration, donc elle remplace les tuiles, ou en surimposition, parallèle à la couverture, à la toiture terrasse, etc. Si vous faites appel à une entreprise Qualifelec ou Quali-TNR, sans cette petite mention supplémentaire, vous ne pouvez pas faire l'intégration, c'est-à-dire que si vous avez un bâtiment classé, globalement, ça va être plus compliqué parce que les ABF, ils vous demanderont de l'intégration et l'entreprise Qualifelec ne pourra pas répondre. Vis-à-vis de Quali-TNR, ils proposent du coup une qualification supplémentaire qui est dédiée uniquement à ça. Elle vise à la base les couvreurs, plutôt pour le travail en toiture, le fait de remplacer la couverture, l'étanchéité, par un système photovoltaïque. La réglementation et les consignes ne sont pas illogiques, c'est-à-dire qu'on a le principe du qui peut le plus peut le moins, c'est-à-dire que celui qui est qualifié pour faire jusqu'à 500 peut vous faire une installation 9 kg chez un particulier. Ce serait illogique autrement. Si vous voulez retrouver ces fameuses entreprises, donc bien sûr, vous pouvez aller voir du côté de l'annuaire des entreprises de la Fédération française du bâtiment et le croiser du coup avec l'annuaire des professionnels RGE et des architectes. Ça, c'est pas notre site. Je vous renvoie sur le site tout simplement de France Rénov. Donc c'est le site où vous allez retrouver toutes les informations sur la rénovation. Ils ont un moteur de recherche qui est très très bien, qui vous permet du coup de choisir le type d'installation que vous voulez. Vous verrez les différents types pour la rénovation et aussi pour la production d'énergie renouvelable. Vous avez aussi bien le photovoltaïque que le solaire, la biomasse, etc. Comme je vous ai dit, il faut aussi penser à la proximité. Là, je vous l'ai dit sur un point de vue sociétal, le fait qu'on a plus confiance dans une entreprise locale, mais il y a aussi quelque chose de tout bête. C'est que votre installation, elle va nécessiter de la maintenance. Alors attention, ce n'est pas une maintenance annuelle. Un panneau solaire, globalement, vu que vous pouvez surveiller sa production avec une application sur votre téléphone ou un compteur affiché dans votre domicile, la production, elle est la même au bout de 2 ans qu'au bout du premier jour, c'est que votre installation, elle marche bien. Par contre, vous avez une pluie qui est chargée en sable du Sahara, vous vous rendez compte que votre installation, elle produit 10-15% en moins. Là, vous dites, et si je faisais appel à mon installateur pour déclencher de la maintenance? Si vous avez un travailleur détaché avec du coup des entreprises qui viennent de l'autre bout de la France ou d'un autre pays, là, avoir un interlocuteur local qui montera sur votre toiture ou sur votre ombrière pour nettoyer les panneaux, c'est un petit peu plus compliqué. Alors que là, du coup, la personne qui vous a fait l'installation la connaît, et surtout, elle a normalement pris en compte la maintenance dès le début. Quand je vous dis ça, en fait, c'est tout simple. C'est prévoir un cheminement sur votre toiture pour pouvoir accéder aux panneaux. Parce que, ah oui, si vous entendez un installateur dire qu'il va vous faire la maintenance en marchant sur les panneaux, vous fuyez. On ne marche pas sur un panneau. Je l'ai déjà entendu, c'est pour ça que je vous donne l'anecdote. Donc, bien penser, maintenance. Pas forcément annuelle. Forcément, plus vous avez de panneaux, plus c'est un enjeu important. Mais ayez quand même ça en tête au moment de contractualiser. C'est qu'à un moment X ou Y, il faudra que quelqu'un vienne avec un drone ou monte sur la toiture pour nettoyer les panneaux. Je fais le parallèle sur les drones pour l'aspect prévention, parce que du coup, nous, on préfère vraiment que ce soit un appareil piloté depuis le sol avec l'équipement qui peut nettoyer les panneaux, plutôt que d'envoyer un homme en hauteur. Parce que du coup, le travail en hauteur est un risque important du photovoltaïque. Donc tant qu'à faire, on évite d'exposer quelqu'un à ce risque pour de la maintenance, sachant que maintenant, avec le drone, on peut le faire vraiment simplement en restant au sol. Vu que je vous ai parlé des différents types d'installations, je vais quand même vous montrer quelques photos pour illustrer un petit peu mes propos. Et encore une fois, je vous invite à aller voir les fabricants, les fournisseurs qu'il y a au bout à votre droite.
Comme ça vous permettra de voir un petit peu des produits en vrai. Alors, vous avez différents types de produits. Certains ne sont pas disponibles là en France, vu que là, forcément, on a un salon d'ampleur, vous avez des fabricants internationaux. Mais n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, ça vous permettra de voir ce qui existe. Donc déjà, sur bâtiment, en façade. Alors c'est un peu moins courant, mais on commence à en voir. Si vous avez une façade exposée plein sud, ça peut être intéressant. Ou même, tout simplement, vous avez un projet d'isolation extérieure, vous voulez faire un bardage, ça peut être une question à se poser. Là, je pense que vous reconnaissez une toiture terrasse. C'est un système français par un fabricant bien connu de revêtement d'étanchéité. Donc là, c'est en surimposition. Comme vous le voyez, c'est parallèle à la couverture. Alors là, en soi, les deux, c'est en surimposition. Mais j'ai préféré vous mettre les deux pour faire le distinguo tuile, toiture terrasse. Je trouve ça plus parlant. Donc pareil, fabricant bien connu. Je ne sais pas s'ils sont là, mais un de leurs concurrents y est. Et là, du coup, en intégration, c'est le même système que les Velux. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à la formation Velux et qui est zingueur saura tout à fait le poser. Donc vous avez des rigoles en alliage qui permettent de traiter l'évacuation de l'eau. Un entrepreneur qui sait poser des Velux n'aura pas de surprise. Et là, pour le coup, j'ai vu le fournisseur de système. Pour ceux qui le reconnaîtraient, ils sont ici. Dans l'actualité, on entend aussi beaucoup parler d'autres types d'installations. Et surtout, au quotidien, on en voit fleurir de plus en plus. Je vais prendre l'exemple des parkings. Il y a 2 ans, on voyait quasiment jamais d'ombrière en allant faire ses courses en voiture. Enfin, je dis ça, c'est pas mon cas. Mais pour ceux qui ont une voiture, en tout cas, ils peuvent en voir. Mais pas que. Et en même temps, je profite pour montrer que c'est un métier qui est vraiment d'avenir. Je vous ai mis une petite situation, un système innovant que je trouve plutôt cool et sympa, qui est développé en Suisse. Donc là, les ombrières, je ne présente pas. On a l'habitude de plus en plus d'en voir sur les parkings. Vous comprendrez pourquoi. C'est pas forcément par altruisme. Il y a un petit peu quelque chose qui les oblige à en mettre. L'agrivoltaïsme. Alors, je vous invite, et là vous avez le stand de l'ADEME juste à côté. Ils ont fait une étude super intéressante. Enfin, moi je l'ai trouvé super intéressante, où ils sont carrément allés faire la décomposition de différentes variétés de légumes. Donc ils ont compter par exemple le nombre de feuilles d'une laitue qui est mise sous un panneau solaire, voir l'incidence que ça a sur la taille de la salade. Ouais, ils sont allés jusque-là. Et en fait, ils ont réalisé qu'en protégeant des intempéries, vous avez certaines variétés de fruits et légumes qui du coup vont gagner un petit peu en taille, vous allez avoir moins de pertes. Là, l'exemple de la vigne, c'est tout bête, mais un épisode de grêle, s'il est très important, il va casser les panneaux. On parle d'un grêlon qui fait plus de 4 mm. Mais si vous avez une grêle qui est plus petite que ça, en fait, vos panneaux ils vont protéger les vignes en dessous. On a malheureusement eu cet été des épisodes de grêle très intenses, notamment au niveau de la Bourgogne, pour ceux qui sont amateurs de vin. Croyez-moi que l'agrivoltaïsme aurait pu sauver des hectares et des hectares de vignes. Donc là, c'est balbutiant, vous avez des fermes tests, mais ne partez pas forcément avec un a priori négatif sur l'agrivoltaïsme. Ça peut très bien se compléter, ça dépend juste du type de culture. Il y a des cas où ça ne marchera pas bien, des cas où ça marche très très bien. Donc voilà, faut pas rayer cette solution, ça marche très bien. Et pour ceux qui auraient l'a priori, l'agriculture, ça sert à nourrir les hommes, je pense que vous avez des vêtements en coton. Le coton, ça pousse dans des champs. Donc voilà, faut aussi regarder à quoi on peut utiliser nos terres agricoles. C'est des usages multiples. Les parcs au sol, depuis maintenant une quinzaine d'années, on a l'habitude d'en voir. Ils sont plus ou moins importants. Les parcs flottants, beaucoup plus rares, mais qui ont l'avantage déjà de valoriser des étendues d'eau qui sans ça ne serviraient pas forcément. Et en plus, c'est un très bon rendement parce que tout simplement, l'évaporation de l'eau fait que le panneau il est refroidi. Et pareil, souvenir de lycée plus ou moins lointain pour mon public. Quelque chose d'électrique est soumis à l'effet Joule. Vous avez un courant qui passe, ça chauffe. Un panneau solaire, ça a le meilleur rendement vers 25 degrés. En plein été, en plein soleil, vous êtes largement plus. Donc l'évaporation de l'eau améliore le rendement. Bonus, les poissons globalement adorent se cacher sous des choses à l'ombre, donc ça a tendance à les aider à faire un lieu de vie. Alors là, j'y connais pas grand-chose en poisson, je vous laisse aller regarder par vous-même, mais globalement, ça a l'air plutôt vertueux. Mais pareil, on est au début, vous avez les premiers essais, on va en voir de plus en plus, mais on est au début de ce type d'installation. Et là, cette espèce de drôle installation pliante, en fait, c'est les Suisses, vu que forcément ils sont dans les Alpes, ils ont le risque grêle qui est encore plus élevé que nous, et ils se sont tout simplement posé la question de qu'est-ce qu'on fait. Donc là, ils ont mis ce prototype au-dessus d'une aire de repos d'autoroute,
et vous avez un capteur. Dès qu'il détecte de la grêle au-delà d'une certaine intensité, le système photovoltaïque il se replie. Donc là, c'est pour vous dire, c'est vraiment une branche qui va se développer avec des innovations. On a des projets de recherche dans tous les sens pour essayer de développer la filière, d'améliorer les rendements, d'en mettre dans de plus en plus d'objets. Le dernier point, et là, alors nous, en tant que fédération professionnelle, ça nous arrange quand la réglementation est de notre côté. Il faut le dire quand c'est le cas. On a des obligations réglementaires. Vous l'avez peut-être deviné, vu que j'ai mentionné sur les ombrières, c'est pas que par altruisme, c'est parce qu'effectivement, il y a un cadre légal qui fixe des obligations pour tous les détenteurs de gros parkings. Donc pour les parcs de stationnement, là vous dites un parking de 1500 places, qu'est-ce que c'est ? Alors globalement, vous compterez 80 places en bataille avec les voies de circulation. Là comme ça vous permet de réaliser un petit peu plus. Et si jamais vous avez un parking un peu biscornu avec des places en créneau, j'ai fait le calcul, c'est 60 places en créneau avec les voies de circulation. Là, je pense que vous réalisez un petit peu plus que ce que ça représente. Attention, c'est assez rare dans le droit français, c'est rétroactif. Votre parking peut dater des années 70, l'avènement des hypermarchés en France, vous êtes quand même concerné. Bon, ça va, vous avez quand même un petit peu de délai, aussi bien pour que la filière puisse vous proposer des installateurs, qu'on puisse mettre des transformateurs pour accepter votre installation. Donc pour les parkings de moins de 10 000 m², vous avez jusqu'à juillet 26. Et pour les parkings vraiment plus grands, parce que bon, plus de 10 000 m² de parking, il faut y aller, c'est 2028. Donc bien en tête, si vous avez là, je ne pense pas qu'en tant que particulier, vous ayez un parking de 80 places, mais du moment où vous avez une entreprise, un établissement recevant du public, etc., avec un grand parc de stationnement, vous allez être concerné par cette obligation. Et là, vous comprenez pourquoi vous voyez fleurir dans toutes les zones d'activité économique, en périphérie des grandes villes ou non, surtout les hypermarchés, là où vous avez des parkings, vous comprenez pourquoi vous voyez de plus en plus d'ombrières. Ensuite, pour les bâtiments, mais tertiaires. Là, vous avez une obligation dès que vous avez plus de 500 m² d'emprise au sol. Donc pareil, là, c'est pas que photovoltaïque. Alors les parkings, c'était aussi la végétalisation, mais je suis là pour vous parler de photovoltaïque, donc je fais un peu la pub de ma filière quand même. Donc voilà, c'est végétalisation ou production d'énergie renouvelable. Vu que vous êtes, pour la plupart d'entre vous présents depuis le début, vous pouvez très bien choisir par exemple de mettre du solaire thermique sur votre toiture, vous remplirez cette obligation. Par contre, si vous avez un bâtiment plus de 500 m², là, pour mettre 500 m² de solaire thermique, vous avez de sacrés besoins en eau chaude ou en chauffage. C'est pas le cas de tout le monde, mais on commence à le voir aussi. Revenons au photovoltaïque, pareil, c'est rétroactif. Votre bâtiment, il fait plus de 500 m² d'emprise, vous devez solariser. Alors je vous rassure, il y a quand même un critère économique, des critères de résistance du bâtiment. Si on ne peut décemment et économiquement pas mettre en conformité le bâtiment, vous avez une exception. On ne va pas vous demander de faire des reprises de structure pour que le bâtiment puisse reprendre la surcharge du photovoltaïque. Ce serait économiquement, ce serait une hérésie. Donc là, c'est mise en conformité à partir du 01/01/28. Donc pareil, ça vous laisse un petit peu de temps pour voir venir, mais vous doutez que vu le nombre de bâtiments concernés, alors tout le monde ne sera pas en conformité dès le début, je ne suis pas naïf. Mais voilà, mieux vaut tôt qu'en retard. Donc si vous êtes concerné, ou si vous voyez une opportunité de marché en vous disant moi je veux créer mon entreprise photovoltaïque et faire que du tertiaire, vous aurez du boulot. Et sur cet aspect-là, n'hésitez pas. Là, je pense vous avoir dégrossi le sujet. Je sais que c'est très riche, donc je reste une dizaine de minutes, un quart d'heure. Sinon, je serai un petit peu au stand du GMPV à l'EV, si vous voulez échanger avec moi. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour ça. Et merci de votre attention. Bon après-midi.